Salut à tous et bienvenue, welcome back sur notre chaîne YouTube. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas sorti de vidéo. La dernière, c'était la Carrare GT. Merci d'ailleurs de nous avoir tant suivis et il est grand temps de refaire un tour de stock. Exactement. Ça doit faire une bonne année, je pense qu'on n'en a pas fait un. Et il se trouve qu'on est en présence de très beaux produits. On a un beau plateau, oui. Donc c'était l'occasion d'en parler tous ensemble. Merci donc effectivement pour vos commentaires, vos remontées d'informations sur la Carrare GT. C'était important pour nous cette vidéo et on voit qu'elle a plu. Donc c'était la première mission, elle est cochée. Deuxième mission maintenant, c'est un peu de vous faire saliver avec tous les produits exceptionnels qu'on a aujourd'hui dans le garage. Et on va commencer tout de suite. Alors vous le voyez derrière nous, c'est assez lambeau. Ouais, on est bien entouré déjà. Mais la première voiture dont on va parler, et vous le savez, on l'a déjà fait auparavant, on fonctionne par ligne. On a la chance d'avoir vraiment un showroom qui est large, où on peut aligner les autos. Et on va commencer par, une fois n'est pas coutume, une McLaren. Voilà. Allez, c'est parti. Mais certainement l'une des plus rares d'ailleurs produites, puisque finalement ils en ont produit moins que prévu. Ça, on va le mentionner. Il y a un petit corner McLaren, effectivement. Voilà. Mais on va parler de celle-ci qui est… On s'arrête juste là. Une des voitures les plus radicales possibles dans la gamme. Alors chez McLaren, vous avez une gamme qui s'articule en fait entre les Sport Series, les Super Series et les Ultimate Series. Ça, c'est une Sport Series, mais alors elle se rapproche quand même vachement d'une Super Series. Ouais. Parce que c'est quasiment ce qui se fait de plus radical avec une Senna finalement. En philosophie, c'est comparable à une Senna, je trouve. Ouais, c'est presque ça. En fait, en gros, on prend la Super Series qui commence avec la 540, la 570, qui va sur la 600 LT et on termine avec la 620 R, appellation R, assez rare d'ailleurs. Et cette voiture, à la base, c'était 350 exemplaires. Et au final, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils en ont produit que 225, donc on peut faire modifier la plaque à l'intérieur. Jordan vous la montrera. Et en fait, cette voiture, elle est issue du championnat où la voiture est engagée en compétition, cette McLaren, dans le championnat GT3. Et ils ont repris tous les éléments aéro et c'est pour ça que cette voiture, notamment, n'a pas l'arrière d'une 600 LT. Mais par contre, elle gagne en appui énormément parce que la face avant est différente, le capot est différent. Le traitement en fait, global de la voiture est encore plus poussé que sur une 600 LT. On gagne du poids, des meilleurs trains roulants et c'est une voiture méconnue. Et franchement, en termes de tarifs, c'est hallucinant. Ouais, absolument tout est différent d'une 570 S ou GT ou n'importe quoi. Et alors, ce qu'il faut regarder surtout sur cet exemplaire, c'est qu'il y a beaucoup d'options qu'il faut impérativement sur ces voitures, notamment le roof scope. Quitte à avoir une voiture ultra radicale, autant prendre toutes les options les plus radicales et beaucoup ne l'ont pas. Celle-ci est ici en vente puisque c'est la voiture d'un de nos clients qui nous a écouté, qui nous a suivi un peu dans la philosophie, dans la recherche de véhicules ultra radicales pour faire des track day. Alors aujourd'hui, il passe à autre chose et il va certainement s'acheter une véritable voiture de course. Mais ça, c'était l'étape finalement idéale entre une GT3 RS. D'ailleurs, il avait une GT3 RS juste avant, pas avec Weissach. Et on lui a vendu ça pour passer un niveau au-dessus. Et maintenant, il passe encore le niveau au-dessus. Malheureusement, cette voiture est extrêmement méconnue. D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'il y en a si peu, 350 exemplaires initialement produits et en fait 225. Elle est un peu passée sous les radars du fait peut-être de sa radicalité, mais pour le coup, ça peut plaire à une certaine tranche de notre clientèle, très pistarde, qui continue à rouler sur la route avec, parce qu'on peut se rendre sur circuit avec, mais en ayant une voiture avec une philosophie véritablement radicale, presque une voiture de course, là, vraiment. En gros, c'est vraiment, pour résumer et très rapidement, c'est un vrai collector à petit prix. C'est une bonne affaire. Aujourd'hui, cette voiture, moi je me rappelle encore le client quand il est venu me voir en me disant je vais en acheter une, c'était neuf. Neuf, ça valait quasiment 400 000 €. Aujourd'hui, ça en vaut 260. Il n'y a que 225 exemplaires et une 600 LT bien configurée. Il y en a une juste à côté. Juste là. Ça vaut en gros 10 000 € de moins, 15 000 € de moins, alors que c'était facturé quasiment 100 000 de plus. Une 600 VR dans cette configuration avec tous ces éléments carbone. Beaucoup plus rare. C'est plus rare et honnêtement, on a pu aussi la rouler. Moi, je sais que le client m'a donné le volant à l'époque quand on était au Bugatti. Et cette voiture, pas au Bugatti, on était à Manicourt, et elle a un meilleur train avant. Je trouve qu'elle a un meilleur feeling. Elle a plus d'appui à haute vitesse. Ça flotte moins qu'une 620 parce que l'appui a été largement augmenté. Ça corrige en fait tous les défauts d'une 600. Mais alors, une 600 aussi, il ne faut pas non plus la descendre. Ah, mais du tout. C'est polyvalent. C'est plus polyvalent. C'est un peu plus polyvalent, c'est clair. Il y a un coffre et c'est beaucoup plus pratique. Rapproche-toi, Jordan, parce que tu vois, au niveau des éléments que les gens recherchent beaucoup sur les 600 LT, donc là, vraiment, la différence, c'est ce capot qui est creusé, qui amène vraiment beaucoup plus d'appui et aussi un meilleur écoulement des flux. Avant pour les bagages. Voilà. Là, vous avez donc les ouïes et vous avez aussi des jantes spécifiques à écrou central. Donc ces jantes-là, c'est vraiment des jantes allégées. Plus légères. Vous avez effectivement le roof scope, elles ne l'ont pas toutes, mais pour moi, une 600 VR, ça doit avoir un roof scope. Ça doit l'avoir.
Et ce qui est intéressant, c'est cet énorme aileron. Alors on perd la partie très esthétique et très stylée. Il n'y a pas que des avantages à la 600 LT. Effectivement, à la 620R, vous n'avez pas en fait ces sorties d'échappement en tailpipe qu'on a sur la 600 LT qui font des flammes et que les gens adorent. On ne voit pas les flammes dans le mur. Par contre, il y a un bon aileron. Il y a un bon aileron et cette partie arrière aussi est différente parce qu'elle n'intègre pas la même esthétique. À nouveau, c'est une copie de ce qui est engagé en compétition. Et vous aviez le choix entre deux types de suspensions. Les suspensions où vous n'aviez pas le lift system, des suspensions qui peuvent recevoir des slicks. C'est une voiture qui peut recevoir des slicks, c'est très rare dans la production. Et vous aviez les suspensions où on peut avoir le lift system, qui sont les suspensions adaptatives. Notre modèle est quand même une sorte de compromis parce qu'on a les suspensions adaptatives avec le lift. Mais voilà, caisse de malade, à rouler c'est exceptionnel et c'est ultra rare. Super choix ça. Et c'est une McLaren monocoque carbone et la transition est toute faite puisque là c'est une Lamborghini à côté, une Aventador SV. Et l'Aventador, c'est la seule, enfin maintenant la remplaçante de l'Aventador bien sûr a une monocoque carbone aussi, mais à l'époque c'était la seule donc monocoque carbone de chez Lamborghini. Et là c'est la déclinaison SV, donc la plus radicale, extrêmement jolie, d'ailleurs qu'on vient tout juste de vendre. Ouais. Donc on la présente quand même puisqu'il y en a une autre, une orange, toujours disponible elle. Et c'est la dernière fois que vous la verrez dans cette couleur. Ouais. Alors à l'époque, en fait, on a vendu cette auto. Pourquoi elle est dans cette couleur? On a vendu cette auto à un collectionneur qui avait une Diablo SE30. Ça, c'est la même couleur en réplique sur une Aventador SV parce qu'il a mis les deux à côté. Donc on l'a fait peindre chez DC Covering avec une peinture pelable. Peinture pelable, donc c'est un super procédé, mais compliqué parce qu'il faut tout démonter, tout remonter. Donc c'est comme une peinture classique quasiment, sauf que c'est rétroactif. On peut en tout cas revenir à ce qu'il y avait à la base. La SV, qu'est-ce que c'est? C'est donc Super Veloce, c'est la version radicale. Plus rapide, plus radicale, plus allégée. Et limitée. Et limitée, 600 exemplaires. Il y a une petite barrette. Vous avez là pour la première fois des jantes à écrou central. Effectivement, un allègement et un peu plus de puissance. Voiture qui a un look toujours hallucinant. Beaucoup de carbone. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette gamme de prix, et c'est un collector, c'est un V12 Atmo, vous avez une boîte simple embrayage, ça rajoute quand même des émotions, même si c'est brutal. C'est quand même vraiment ce qui se fait. C'est comme une ancienne voiture, mais qui est moderne. C'est vraiment un compromis intéressant, c'est large et tout. C'est comme une hypercar ou une supercar, comme on veut, sans en avoir le prix, parce qu'aujourd'hui, c'est une voiture qui oscille aux alentours des 450 000 €, la SV. Et finalement, quand on voit le prix des Revuelto, qui est une série normale, hein, la Revuelto, c'est la nouvelle, mais c'est une voiture normale. C'est comme si on parlait d'une Aventador première génération. La Revuelto, ça vaut 750 ou 800 000 €. Quasiment 2 fois plus cher. Alors ça n'a pas de sens. Alors qu'en plus, bon, c'est souvent en panne apparemment. Lamborghini devrait régler ça, mais pour l'instant, la plupart des propriétaires de Revuelto sont très souvent en panne et ils commencent à être légèrement échaudés. Donc c'était un très bon achat. En dessous, elle est Rosso-Bia, elle va y revenir et le client va en prendre possession très rapidement. Voilà, on l'avait racheté, on l'avait reprise au client à qui on l'avait vendu, qui était à l'étranger. Donc la voilà de retour et déjà vendue. Et on la reprendra. On n'a que des monocoques carbone en fait. Ouais, mais c'est pour ça que je parlais des monocoques, parce que là c'est une monocoque, ensuite c'en sera une aussi, donc voilà. « 918 », je te laisse parler, c'est ta patrie, c'est Porsche. Non, pas spécialement, mais c'est vrai que 918, vous connaissez notre amour pour la Carrera GT, c'est rigolo, mais c'est la même marque, mais deux voitures qui n'ont strictement rien à voir et pourtant qui sont dans la même lignée. La Carrera GT, c'est une Porsche sans en être une. Ça, c'est une Porsche tout en étant presque trop une Porsche. Non, mais si je dis ça, je te taquine, mais la dernière fois que tu as roulé avec, tu m'as dit quand même, je me rappelle. Non, tu prends quand même une vraie claque. Moi, je me rappelle, Pierre, il m'a fait une note vocale parce que moi, j'étais pas là. Ils étaient en train de ranger les voitures des 500 Ferrari contre le cancer. Je précise, c'était pas celle-ci. C'était pas celle-ci, mais une noire qu'on a vendue d'ailleurs depuis. Et tu m'as dit, waouh, mais quand tu décapotes et que tu roules avec le bruit du V8 et tout, c'est extraordinaire. Moi, je ne m'attendais pas à un tel retour parce qu'on a roulé avec, mais on a toujours pris les gants, quoi. Et toi, tu avais roulé un peu plus en route dégagée. On a toujours roulé capoté avec. Vous savez, les voitures ici, on les a. Même quand on les possède, on roule avec, mais on y fait super attention. On a toujours très peur de les casser, de créer un historique désavantageux pour les revendre ensuite. Donc, on est toujours ultra précautionneux. Il se trouve que la 918 Pack Weissar noire qu'on avait, là, une route était un peu dégagée. Il faisait beau. On était avec Théo. Ne t'en veux pas, Pierre. On était avec Théo, notre responsable commercial. Un petit soir d'été. Ah, j'étais un peu jaloux. Le soleil couchant, on a décapoté, on a profité d'un petit quart d'heure de route libre et vraiment,
Ce qui est absolument génial et qu'on retrouve d'ailleurs sur une 600 LT Spider, c'est que les échappements finalement sont à 30 cm de votre tête quand vous êtes décapoté. Et ça fait un bruit finalement, ok, c'est hybride, mais tu le rapprocherais quoi, il y a le bruit? une grosse présence de… Non, mais moi j'ai bien aimé le bruit finalement. Oui, justement, mais tu le rapprocherais de quoi dans… D'une 458 spéciale. 458. Ouais. C'est à peu près le bruit d'une… De toute façon, le V8 de cette voiture, c'est quasiment… Oui, les cylindrés et tout, c'est très proche. le V8 d'une 458 spéciale, sauf qu'il est couplé à une hybridation qui permet quasiment 900 chevaux. Mais au final, le V8, c'est le bruit d'une spéciale que vous avez à 30 cm de votre tête, décapotée, tout ça dans une voiture qui finalement semble légère, elle ne l'est pas réellement, mais semble légère à la direction. Facile à extrêmement facile à utiliser. Ouais. Et justement, la facilité de cette voiture qui est en totale opposition à son ancêtre qui est la Cara GT, en fait aussi peut-être un défaut. La plupart des clients à qui on a vendu une 918 Spider les ont ensuite revendus pour une raison, c'est qu'ils les ont trouvés trop faciles. Oui, alors après, ça correspond à certains clients. Est-ce que ce n'est pas aussi l'instigatrice de tout ce qu'est la génération moderne des super sportives? Si, aujourd'hui, en fait, la 918, elle a posé un jalon où toutes les voitures derrière s'en sont inspirées. Que ce soit une SF90, que ce soit une Revuelto, que ce soit une future Valhalla, toutes ces voitures-là qui sont hybridées et plus faciles à utiliser, c'est ça en fait. Pour une raison assez simple, c'est qu'à l'époque, c'était la concurrente de la P1 et de la LAF. Et en tout cas, le cahier des charges, c'est Porsche qui l'avait le plus respecté. Faire une hybride qui soit ultra performante, qui soit en plus décapotable, qui soit avec une véritable autonomie en électrique. Oui, et une fiabilité absolument pas aussi, la le LAF, par exemple. Voilà, finalement, c'est sur le papier, parce qu'après, en émotion, ça peut se discuter. Et puis en plus, c'est quoique décapoté quand même. Voilà. Mais sur le papier, c'est sûr que c'était la 918 qui emportait tout. Voilà, et la ligne, honnêtement, moi je trouve toujours que c'est une claque, une 918. Ah non, mais quand on la voit évoluer, quand on la voit sur la route. Elle n'a pas pris une ride. C'est beau, quoi. Et justement, encore une fois, c'est une 918, c'est la Porsche ultime dans ce qu'est la philosophie Porsche aujourd'hui, avec une voiture ultra poussée, ultra développée, mais utilisable. Donc en fait, une 918, c'est une hypercar, mais un laboratoire roulant avec lequel vous pouvez vraiment partir en week-end sans avoir peur de tomber en panne, sans avoir peur d'avoir des galères. Cette partie-là, là, esthétiquement, tu sais, la descente des échappements, tu sais, la manière dont ils ont tout implanté, tous les différents types de matériaux. C'était torturé à l'époque, mais aujourd'hui, c'est toujours magnifique. Ça n'a pas pris une ride. Et on est bien dans une 918, on se sent bien, vraiment. Celle-ci est parfaite. Deuxième main, on connaît les deux propriétaires, voiture disponible sur notre site internet, pas encore vendue malheureusement, mais franchement ça ne saurait tarder puisqu'elle est extrêmement bien placée sur le marché. Elle n'a pas le pack Vézard, mais en même temps les packs Vézard c'est 300 000 de plus, 350 000 euros plus cher. Pour finalement alors que ça valait 75 000 à la base. J'ai fait une story en pied l'autre jour sur cette voiture et j'avais préparé mes petites anti-sèches. La différence de performance entre ça et le pack Vézard, c'est un dixième de seconde sur la plupart des… De toute façon, c'est que de l'aéro en fait. C'est ridicule. Il y a un peu de poids. Un peu de poids. Okay. Mais c'est ridicule. Donc finalement, en utilisation, on ne ressent pas du tout la différence. Alors effectivement, à collectionner, peut-être qu'un pack Vézard sera mieux, mais finalement, des 918, il n'y en a que 918 dans le monde. Donc c'est vraiment une belle série limitée. Il y en a quelques-unes qui ont été crachées, donc peut-être qu'il y en a un peu moins que 918 aujourd'hui. Donc voilà. C'est toujours une claque. Et pour le prix, tiens, parlons-en. Pour le prix d'une hypercar. Et quand on compare en fait la Holy Trinity, P1 918 et la Ferrari, c'est la moins chère, c'est la plus facile à utiliser, c'est une de celles qui coûte le moins cher à entretenir, même si à chaque fois qu'on a eu des 918, attention, il y a un petit souci généralement pour celles qui roulent peu. De joint. Alors du coup, il faut démonter ça en deux parties. Il faut la couper en deux la voiture. Toute la partie arrière. Et hier, j'étais d'ailleurs encore chez Porsche et ils avaient démonté toute la partie avant aussi et toute la partie arrière et même le système hybride. C'est assez hallucinant. C'est hyper impressionnant. Mais ça se fait et c'est pas si cher que ça pour une hypercar. Et effectivement, aujourd'hui, une LAF, ça vaut 4,5 millions. Alors une LAF, c'est OK, une Ferrari, mais une 918, ça vaut 3 fois moins cher. C'est hallucinant. Alors après, une P1 coûte à peu près le prix d'une 918. La force de Ferrari. Les cotes se suivent entre ces deux voitures. Parlons-en d'ailleurs. On enchaîne. Et qu'est-ce qui différencie ces deux autos? C'est la violence, tout simplement. Et le fait que cette voiture, la radicalité, elle soit propulsion. Parce que là, en fait, vous avez une distribution aux 4 roues. Et là, vous avez une voiture qui est une propulsion de plus de 900 chevaux. Surpuissante. C'est surpuissant, c'est ultra léger. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu arriveras à saisir, mais la compacité aussi de ces voitures est assez hallucinante. Et l'AP1, c'est la première qu'on a ici. Et on est en présence d'un exemplaire
assez original qui est Petrol Green, qui a une histoire que j'avais fait en story qui est assez longue, puisque en fait c'est un exemplaire, l'un des derniers, il y en a 3, de développement en fait, de la P1, puisque chez McLaren, vous avez 3 types de stades de développement. Je ne vais pas tous vous les faire, mais on est en présence du dernier. Et cette voiture-là a été utilisée sur des événements presse, etc., pour faire des performances, pour faire des comparos, pour faire des événements. Elle a été au Mans notamment, et elle a été aux États-Unis, parce que pour passer des normes d'homologation, etc., ils avaient besoin d'une voiture quand même là-bas. Et c'est cette voiture qui a servi. Ensuite, elle est repartie à l'usine. On a la documentation, on a les bouquins. Et une fois qu'elle est repartie à l'usine, ils ont tout démonté jusqu'à la monocoque. Donc on a la photo de la voiture en fait, à poil, exactement. Et ils refabriquent tout de A à Z. Cette voiture actuellement, elle a 800 km. Alors que je pense que sur les phases de test, elle en a parcouru presque 20 000. Donc elle a été complètement désossée et remontée et elle est neuve. Voilà. La P1, bon, c'est une claque. Hein. Déjà, visuellement, je trouve que c'est. En fait, c'est rigolo parce que on pourrait la comparer à. Si on faisait un mix entre la 918 et la 620R, ça ferait exactement une P1. Quand on se met dans l'habitacle, on a l'impression d'être dans une voiture de course. C'est vraiment, vraiment impressionnant. L'habitacle est minuscule. Il y a plein de touches spéciales. Voilà, plein de touches spéciales de réglage de train et tout ça. Il y a le DRS. Franchement, ça fait. Ouais, ça fait un peu peur. On se rend en Formule 1. En fait, c'est impressionnant dès qu'on s'installe derrière le volant et à rouler. Alors, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, mais tous les retours de nos clients qui en ont nous ont dit que c'était une voiture assez terrifiante dès qu'on roule assez vite. En fait, je pense que vraiment, les pneus, on doit les tirer à l'arrière. Ça prend une telle décharge quand même. C'est les retours qu'on a eus. Et puis, l'électronique, en 2014, ce n'est pas l'électronique en 2024. Donc, honnêtement, la gestion des puces, même s'il y en a beaucoup et qu'ils étaient très en avance, et c'est quand même, on est en présence de la première nouvelle hypercar de chez McLaren après la McLaren F1. Ok, ils ont fait énormément de tests dans le désert, sous la neige, un peu comme tous, hein, mais on sent que c'est brutal. C'est pas là pour rigoler. Et moi, ma partie préférée dans cette voiture, alors oui, j'adore être assis à l'intérieur parce que déjà, je m'y sens bien et que tout est focus sur le conducteur. On n'est pas perdu par les boutons, mais c'est cette partie arrière. L'arrière et l'aileron. Cet aileron sur vérin révolutionnaire, stratosphérique. Qui fait évidemment office d'aérofrein comme très souvent chez McLaren. Beaucoup d'appui. C'est sublime. Et moi, ce que j'aime bien, là où je suis content, c'est qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Et à l'époque, il y avait la P1, la 918 et la LAF. Et à l'époque, il y avait évidemment le concours absolu, c'était le temps au NURB. Ouais, exact. Ferrari n'y est jamais allé parce que c'est pas trop leur truc. Ferrari, il n'y en a jamais au NURB. Ils ne se sont pas mouillés. Par contre, Porsche, évidemment, c'était les premiers à y aller. Ils ont battu un record absolu. Et McLaren avait dit qu'ils iraient. Ils y sont allés. Ils ont fait les tests. Ils ont dit qu'ils ont battu Porsche, mais sauf qu'ils n'ont jamais divulgué. Ils n'ont jamais divulgué le temps. Ils ont fait sous les 7, mais de toute façon, je pense qu'ils ne l'ont pas divulgué parce que malheureusement, ils n'ont pas réussi à battre le record. Et franchement, on leur en veut pas. La 918, c'est tellement un TGV sur des rails. C'est sûr que cette voiture, elle a atomisé toute la concurrence sur le NURB. Alors que ça, c'est beaucoup plus rock'n'roll. Je pense que le pilote, il a dû vraiment se faire peur. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que la perception de cette voiture aux yeux des passionnés, des gens qui connaissent un peu, ils sont vachement intrigués par la P1. Ils aiment beaucoup la P1 parce qu'elle a ce côté un peu dangereux, quoi, un peu pétard à mèche courte. Et comme peut l'être une Carrera GT. Elle fait un peur. Peu ça, ouais. Je dirais que dans cette génération, c'est celle-là la plus violente, quoi. Mais c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Et je pense que quand tu es propriétaire d'une P1, c'est comme une Carrera GT à chaque fois, ou comme une Cobra, à chaque fois que tu la démarres, même au bout de 10 ans, tu as un peu peur. Tu vois. Quand tu la démarres, c'est bizarre. C'est une petite appréhension, quoi. Il n'y a pas de démarreur sur cette voiture, c'est vraiment le système hybride qui fait lancer en fait la voiture et ça explose. Vous appuyez, c'est une déflagration. D'un coup, c'est assez surprenant. Mais tout est impressionnant sur cette voiture. Voilà, donc on est très heureux d'en avoir une et c'est la première d'ailleurs. Donc c'est d'une longue lignée qui je vais enjamber les bagages hors de prix de cette F40. Alors passons à la légende. Voilà, le mythe, absolument. Pas la peine de la présenter. En fait, on va arrêter de parler, on va laisser Jordan faire quelques prises de vue et puis voilà, on vous laisse profiter. Moi, l'anecdote que j'ai sur cette voiture, parce qu'on peut parler du poids, de la production, mais ça, tout le monde le connaît. Moi, ce qui m'impressionne à chaque fois qu'on a une F40 ici, c'est que peu importe l'âge d'un client qui passe ici, que ce soit je vais essayer d'être poli, quelqu'un d'assez âgé, de 70 ou 80 ans, ou alors le fils d'un client qui vient ici, qui a 5 ou 6 ans, quand on leur dit avec laquelle vous partiriez aujourd'hui, c'est la F40, systématiquement. Même un gamin de 5, 6, 7, 15 ans, il reste focus sur la F40, il est choqué par la F40, ce qui est magique en fait, parce que cette voiture, elle a une présence incroyable. Même les formes un gamin sont incroyables. Qui ne connaît rien et qui n'a jamais vu de F40, pour lui,
c'est le mythe. Ouais, en fait. et ça fait un peu penser. Pourquoi ça fait penser à un grand jouet? Parce qu'en fait, tous les enfants ou quasiment ont eu des miniatures ou ont vu cette voiture en petite taille. Et en fait, quand on la voit en vrai, elle appelle quelque chose de l'ordre de la nostalgie, de la passion. Ouais. Et en fait, j'en parlais encore hier avec un grand collectionneur de voitures. S'il y a une voiture, quand, j'en sais rien, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'ère de la voiture thermique se termine enfin, ou je ne sais pas, peut-être pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de l'ère automobile? Ce seront les mythes les plus importants. Et clairement, l'icône de toute cette génération de voitures, ce sera, j'en suis ma main à couper, assez certain, ce sera la F40. À côté de ça, il y aura sûrement Carrera GT, Enzo et autres produits. Mais la F40, c'est de l'ordre du mythe, de la légende. Il y a des ingrédients qui sont sa dangerosité aussi à la roulée, ses moteurs turbo, ce look absolument impressionnant, son dérivé de course, la dernière voiture avant que Enzo décède. La patte d'Enzo Ferrari, ouais, effectivement. Et voilà, donc après on va parler de cette voiture principalement qui a appartenu à Johnny Cecotto, qui est un pilote vénézuélien qui a fait carrière en fait dans la moto. Il était champion du monde. Qui a fait de la Formule 1 quand même. Qui a fait de la Formule 1 avec Ayrton Senna chez Toleman. Malheureusement, il a eu un accident où il a perdu ses jambes, il a arrêté la F1 et derrière, il a été en DTM. D'ailleurs, il y a des séries spéciales chez BMW qui viennent de lui, de Johnny Cecotto. Et c'est vraiment, du coup, un pédigré qui est super intéressant parce qu'en plus, le carnet est signé par sa main, toute la bagagerie, tous les bagages sont signés aussi par sa main. D'ailleurs, le fait qu'elle ait sa bagagerie déjà est exceptionnel. Déjà, c'est un argument. La bagagerie d'une F40, ça vaut quasiment 100 000 €. Et alors, pour qualifier les qualités de F40, parce qu'il y a des gens qui nous disent, voilà, moi je cherche une F40. Il y a F40 et F40. Ça, c'est une F40 de 89, donc suspension non ajustable, elle est non catalysée. Donc déjà, c'est des éléments importants. C'est une voiture qui a donc son carnet, qui est Ferrari classiqué. Ça, en fait, on coche des cases. Et ensuite, il y a tout un ensemble de vérifications à faire sur les F40, sur les numéros de chaque panneau, que ce soit la porte, que ce soit l'aileron. Et en fait, vous avez des numéros qu'il faut retracer et qui, en fait, quand on les contrôle, veulent dire que la voiture est d'origine, qu'elle n'a pas été accidentée. Si la voiture a été accidentée, si on a modifié des pièces, si ça a été repeint, si le tressage a été refait, c'est très très important. Et cette voiture, évidemment, n'a pas été accidentée. Elle a 8000 km, donc très très peu roulé. C'est hallucinant. On a toute sa traçabilité. Elle a été vendue par DK Engineering, d'ailleurs, qu'on peut saluer dans cette vidéo parce que c'est des marchands automobiles, comme nous, en Angleterre, qui sont les papes, les grands spécialistes mondiaux de la F40. Ouais. Et des Ferrari haut de gamme en général. Parce que c'est très très pointu, c'est très technique. Et, ils ont tout un atelier, c'est c'est clair. Mais trouver une belle F40, c'est pas si simple. C'est dur. Ils en ont fabriqué. Il y a des pièges. Un peu moins de 1003. Il y en a beaucoup qui ont été détruites, beaucoup qui ont été modifiées. Bien sûr. Ça vaut quasiment 3 millions d'euros ces voitures aujourd'hui, quand on est en présence d'un exemplaire exceptionnel. Imaginez, ça peut attirer aussi tous les gens qui ont récupéré une voiture tapée, qui l'ont passée sous le manteau, qui veulent la vendre à prix d'or. On est passé par ces étapes-là, c'est pour ça qu'on vous parle et quand on est sûr d'un produit, ce qui est le cas de celle-ci, où des experts internationaux sont déplacés pour la voir, c'est une F40 parmi les F40. Il y en a assez peu, moins de 10 000 km avec tous les éléments qui vont bien, hormis les vitres Lexan, mais finalement c'est un peu compliqué à s'en servir si tant est qu'on se serve d'une F40. Ouais. Donc voilà, pour le coup, très heureux de l'avoir ici. Je te laisse t'exprimer, Pierre. Bah. C'est ton bébé. Ah, mais c'est un bijou en fait. C'est voilà, une F12 TDF, mais pas n'importe laquelle. Donc 799 exemplaires de F12 TDF. La version radicale d'une F12. Config de malade mental. Ça fait mal à la tête. Voilà. Donc Azzurro, bande française. En fait, on pourrait faire une seule vidéo d'1 heure sur cette voiture en énumérant chaque option qui a été soigneusement choisie. Donc c'est un hommage à une 250 qui a fait le Tour de France. Je vais mal parler, mais il faut avoir des couilles un moment quand tu configures ta voiture pour poser un truc comme ça. Et à la fin, mais c'est ça qui fait la diff. Non, mais surtout, le premier propriétaire aurait pu se contenter parce que avoir une configuration hommage, c'est pas si compliqué. Il reprend la couleur, il reprend les bandes. Effectivement, la 250 qui avait fait le Tour de France à l'époque, je l'ai retrouvée sur Internet. Elle a la couleur, elle a les bandes. Et le gars,
il s'est pas arrêté là. Il s'est fait chier. Il allait chercher absolument tous les détails. Donc les jantes chromées, les rétroviseurs peints, les écussons d'ailes peints, ça c'est absolument magnifique. Les petits liserés ici peints pour imiter le chrome de l'époque. Tous les détails de cette voiture, évidemment les gros numéros qui, j'ai même pas fait attention à ça. Eux sont des hommages. Ouais, t'as vu? Oui, j'ai pas fait attention. Ouais, c'est beau. Donc les numéros qui, le 171 qui était le numéro de cette voiture qui a gagné le Tour Auto à l'époque. Et il n'a rien oublié puisque étant une voiture radicale, il a choisi donc évidemment arceau, harnais à l'intérieur, le volant Alcantara, tous les éléments dits sportifs en gros d'une version radicale, exactement, le petit rappel français ici. Ça fait plaisir de voir le drapeau français sur une italienne comme ça. Et alors l'anecdote qui est géniale, je ne t'ai même pas raconté quand le client est venu ici, donc cette voiture est vendue. On l'a vendue à un client italien qu'on salue d'ailleurs, il nous suit sur Instagram, peut-être sur YouTube mais il ne parle pas français. Il se trouve que cette voiture va donc nous quitter, va quitter le territoire français, elle va partir en Italie, mais peut-être que provisoirement, puisque ce client a pour projet d'acheter un appartement à Paris. Et il a dit, une voiture avec une bande française comme ça, elle se doit de revenir en France. Donc elle reviendra certainement en France, cette voiture. Ça, ce serait vraiment un cadeau, ce serait génial. Et je lui ai dit que franchement, j'adorerais la revoir ici. Ce cuir à l'intérieur, c'est un cuir spécifique qui reprend en fait la couleur de l'époque, qui en plus est un cuir plus épais, donc du coup c'est plus solide. Donc c'est vraiment génial et on montrera à l'image en cachant le numéro de châssis, mais en fait chaque Ferrari aujourd'hui moderne a une petite plaque dans le coffre avec la liste des options et cette voiture, ils ont même été obligés de modifier la police de cette plaque tellement il y a d'options. Sinon ça rentrait pas. Sinon ça rentrait pas, c'est hallucinant. C'est cool. Donc après sinon toute la fiche technique de cette voiture, V12, on peut en reparler, mais c'est esthétique agressive, moi ce que j'aime beaucoup. Et là, c'est un point de vue assez personnel, mais je trouve qu'entre la F12 TDF et la 812 Competition, il y a eu un step esthétique quand même sur la Competition qui est plus lourde, je trouve, en termes de design. Que par exemple, le client qui achète ça déteste. Voilà, et il y a pas mal de gens qui la trouvent peut-être un peu trop excessive et en perte d'élégance, même si l'aéro est extraordinaire et qu'elle est visuellement impactante. La 812, je parle, la TDF, la F12 TDF, elle est quand même dans une agressivité, certes, mais dans une sorte de pureté qu'on ne retrouve peut-être pas derrière, sans compter qu'il y a moins d'exemplaires que sur la compétition. En coupé, c'est 999 exemplaires, dont 200 de plus que ça. Et finalement, une compète coupée coûte à peu près le prix auquel le prix de vente de cette voiture. Alors que celle-ci, elle est hors norme. Finalement, celle-ci, je l'ai beaucoup dit aux clients, c'est quand même vraiment un bel achat, même à ce prix-là, qui pourtant est le très très haut du panier des F12 TDF, bien entendu. Et ce qui est très bien, c'est que ce client va aussi rouler avec cette voiture parce que les deux précédents propriétaires de cette voiture n'ont quasiment pas roulé. Elle est à 700 km. Et le futur propriétaire s'est déjà inscrit à plusieurs événements. Alors, pas en France malheureusement, mais en Italie. Et donc, elle va… les jantes, c'est génial. Le chrome, pourtant, je ne sais pas, ça pourrait faire too much, mais exactement. J'adore. C'était très couillu, mais vraiment, je trouve que c'est bien amené. C'est bien amené. Et donc le V12 de cette voiture, on peut en parler aussi, mais c'est un V12 qui est terrifiant. On a l'impression qu'il n'a absolument aucune limite. Il aspire. Voilà. On en a vendu pas mal des TDF maintenant, et celle-ci, on n'a pas eu l'occasion de la rouler parce qu'elle a tellement peu de bornes, et puis on aurait tellement peur de lui faire juste un éclat. Par contre, les précédentes, on les a roulées, et c'est vrai que il se passe quelque chose. C'est beaucoup plus maîtrisé qu'une 599 GTO qui est un peu plus rock'n'roll. Mais pour moi, c'est l'apogée des V12 moteurs avant, cette voiture. Puis c'est quand même assez dynamique, tu sens pas trop le poids. Il y a un gros moteur, la boîte est ultra rapide, ça chante, enfin tu te sens… Tu sais, c'est dynamique. Alors que souvent, avec les V12 avant, tu es un peu sur la retenue. Là, dès qu'ils rigidifient l'ensemble, c'est vachement sympa. Et là, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que chez Ferrari, ils ne prennent pas à la légère leurs modèles radicaux, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est qu'on va parler d'une Pista juste après. Une Pista, par exemple, n'a rien à voir avec une 488 normale. Et une TDF n'a rien à voir avec une F12 normale, mais vraiment, strictement rien. En comportement, à côté, alors, j'ai rien contre la F12, au contraire, j'adore. Mais à côté d'une TDF, une F12, c'est une énorme saucisse. C'est horrible. Il ne faut surtout pas conduire les deux dans la même journée. Parce que si tu mets un insert saucisse après, juste ce que vient de dire Pierre, on va se faire taper dessus, Jordan, tu fais attention. Désolé pour tous les propriétaires d'F12. C'est pourtant l'une de mes voitures préférées. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. C'est une GT, alors que ça, c'est une sportive. Voilà. Mais voilà, ça, c'est coup de cœur. Vraiment, coup de cœur même de toute la line-up qu'on vous présente. Mais ça, c'est une tuerie. Une merveille. Et on est super content de l'avoir revendue et d'avoir revu cette voiture. Alors, transition par une question. Est-ce que la 488 Pista est la plus belle berlinette jamais faite?
Est-ce que c'est une vraie question qu'on peut se poser quand même? Moi, franchement, je réponds oui, ça c'est sûr. Putain, c'est vrai que c'est beau, quoi. C'est beau, c'est un mélange entre sportivité, élégance, design, obligation aérodynamique et le tout en fait mélangé. Je sais pas, je trouve que il se dégage quelque chose de cette voiture que j'adore. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que cette couleur. Généralement, les berlinettes, donc cette architecture avec un moteur arrière, on ne peut pas vraiment dire que c'est classe. Mais je trouve que la Pista, elle est tellement belle que ça en devient super classe. Ouais. Et ce qui est marrant avec cette voiture, alors là, on va basculer sur plutôt l'expérience client. La 488 Pista, c'est quand même une voiture avec laquelle vous pouvez effectivement aller faire de la piste, mais qui n'est pas non plus tout à fait à son aise sur la piste. Alors, il y a des échos qui sont différents, parce qu'apparemment, les journalistes n'ont peut-être pas eu les mêmes versions que les clients ont eu entre leurs mains. Mais ça, c'est parce que c'est Ferrari, ça. Voilà, exactement. Mais parce qu'eux, ils n'ont pas retrouvé ce que nous, on a retrouvé à la conduite de ces voitures. C'est-à-dire que le moteur, c'est une pompe à feu, ça déménage, la boîte, c'est pareil. Ah, ça fait peur. Par contre, il y a des mouvements de pompage au niveau du châssis. Vous avez une voiture qui n'est pas finalement ultra engageante à emmener, au contraire de ce qu'on peut retrouver, je trouve, sur des McLaren. Je trouve qu'on est un peu, finalement, peut-être un poil déçu en termes d'émotion pure et aussi en termes de sonorité. Ce qu'elle compense, en fait, vis-à-vis de la 458 spéciale, qui, elle, est plus réussie dans ces domaines-là, elle le compense avec son design, qui, pour le coup, franchement, est au-dessus pour ma part et s'inscrira vraiment dans le long terme, je pense pas de souci. Pourtant, une spéciale, c'est beau, mais il vaut mieux pas mettre une spéciale à côté d'une Pista. Je l'ai déjà fait, le client, il a pris la Pista direct. Bah, bien sûr. Tu te rappelles, on avait une 488 Pista Bleu Tour de France et le client quittait la 458 spéciale Bleu Tour de France qu'on a ensuite retrouvée. C'est vrai. Et il a choisi la Pista. Mais il a mis un échappement sur sa Pista par contre. Oui, obligatoire. Il s'est pas trompé. Mais normal. Mais à côté, pourtant, une spéciale, quand on en croise une dans la rue, c'est magnifique. Mais à côté d'une Pista, on a l'impression que c'est le Moyen-Âge. La spéciale, c'est le côté puriste et la Pista, c'est vraiment le côté, je trouve, esthétique et esthétiquement, puissance. Principalement. Et puissance. Puissance, parce que vraiment, ça marche. Et puis, alors, deuxième question, pas piège, mais est-ce que le Tristrato, c'est aussi la meilleure couleur d'une Pista? Ouais, je pense, Après, il peut y avoir des tailor-made, des choses comme ça, mais c'est vrai que dans les couleurs dites classiques chez Ferrari, je trouve que ça lui va particulièrement bien. C'est magnifique, surtout dans cette config. C'est pas pour la survente, mais cette config avec ça, c'est des bandes qui peuvent paraître noires, mais c'est du bleu America, donc c'est un bleu très très foncé. Et celle-ci est ultra équipée, avec y compris les rétroviseurs carbone. C'est assez rare. C'est extrêmement rare. Et en fait, c'est entre du nacré, du métallisé, ça joue beaucoup avec la lumière, et jaune et la couleur d'origine de Ferrari quand même. Donc ça a vraiment du sens. Et effectivement, à l'intérieur, ce qui est bien là aussi, c'est que vous avez les harnais. Et je trouve que quand on passe en fait les ceintures sur les épaules, ça participe au charme. Ça participe du charme. Vous avez le petit logo sur l'épaule et tout, et vous allez au resto avec. On se dit qu'on est dans une version radicale. Alors, ça embête certains clients. C'est pas pratique. On a eu du mal ces derniers temps à vendre, notamment une 296. Mais c'est des 2 points. C'est une version plus radicale. Oui, c'est comme une ceinture. C'est super assez facile. C'est pas des 6 points. Certains clients peuvent se dire oui, c'est contraignant et tout. En fait, c'est pas beaucoup plus embêtant qu'une ceinture normale et de toute façon, c'est obligatoire de la mettre. Donc voilà. Et puis, après, pour parler peut-être un peu plus de marché, puisque je mentionnais une 296, aujourd'hui, une Pista, ok, ça vaut entre 430 et 480 en fonction des configurations. Mais quand on regarde le prix d'une F8 normale ou d'une 296 ou d'une 296 GTS, finalement, une Pista qui est une version radicale, la dernière version radicale équipée d'un V8, c'est quand même historique. En fait, c'est plutôt bon marché par rapport à ce que pratique Ferrari en prix aujourd'hui sur leur nouvelle berlinette. Non, mais ça, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que du coup, on a affaire à cette transition entre la spéciale et la Pista qui est passée d'un Atmo à un moteur turbo. Du coup, au début, c'était pas évident. Et maintenant, en fait, on est passé à des 6 cylindres avec de l'hybridation. Sachant que, d'ailleurs, tu te rapprocheras et je pense que tu feras un insert, on voit encore totalement le bloc moteur de cette voiture. Passer sur une SF, passer sur une 296, vous voyez juste un petit truc qui sort. Le moteur, il est au fond, derrière les câbles. Là, on est quand même dans la plus pure tradition de ce qu'a fait Ferrari. Et pour rappel, c'est un moteur turbo, certes, mais la F40 était aussi un V8 turbo et ça n'a pas empêché d'être la voiture la plus mythique presque de l'histoire de Ferrari. Donc, de l'histoire de l'automobile. Et de l'automobile. Donc, honnêtement, on fait un peu une mauvaise presse à cette voiture qui a d'immenses qualités, même si peut-être qu'il manque un poil d'émotion, mais honnêtement, on lui pardonne tellement elle est belle. En fait, l'émotion qui manque, c'est peut-être le bruit, et c'est pas compliqué d'y remédier. Et en tout cas, nous qui sommes puristes et amoureux de McLaren, c'est vrai qu'on ne retrouve pas la radicalité châssis d'une McLaren et le train avant d'une McLaren. Mais en même temps, une Ferrari fait rarement de la piste. Généralement, une Ferrari, c'est plus du lifestyle.
Et franchement, ça, c'est l'un des plus beaux lifestyles vraiment de la production, on peut le dire. Alors, vous connaissez très bien cette voiture, on reviendra sur c'est la plus grande incompréhension de notre histoire. C'est incroyable. On reviendra en détail juste pour… Vous la connaissez déjà, on a fait une vidéo YouTube, on ne va pas reparler. C'est peut-être une des voitures les plus élégantes jamais dessinées, une voiture qui fera les concours d'élégance à l'avenir. C'est l'histoire en fait et l'historique de Pininfarina qui s'exprime dans cette auto, puisque c'est une voiture qui est en hommage au designer italien mythique. 80 exemplaires pour les 80 ans de Pininfarina. Donc ils ont gardé l'élégance, le trait traditionnel de la 599 en y ajoutant finalement ce que sont les défauts, enfin en enlevant les défauts de la 599 normale. Parce qu'une 599 normale, et là encore, je ne vais pas dire que c'est une saucisse avec un insert, mais quand vous commencez à rouler avec une 599, ok c'est beau, ça fait un très beau bruit, mais c'est très peu dynamique, la boîte est très lente, ça cabre, ça plonge, on ne se sent pas très à l'aise. Là, vous avez l'étrain roulant d'une GTO, vous avez le moteur d'une GTO, vous avez la boîte d'une GTO, vous avez le bruit d'une GTO, tout en enlevant le toit et en profitant des vocalises. On parle de cette voiture sans la nommer depuis tout à l'heure, c'est une 599 SA Aperta. Elle est tellement connue chez nous. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on s'est dit que tout le monde la connaissait, mais il y a peut-être des gens qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas vu la vidéo sur cette voiture, qui est certainement l'une de nos… en émotion, meilleure vidéo. La claque de fou. Et c'est tout simplement une GTO décapotable. Voilà, ni plus ni moins. Alors avec quelques petites modifications que vous pouvez aller apprendre en regardant notre vidéo YouTube. Ouais. Et cette voiture, ça fait pas loin de 2 ans qu'on l'a en stock. On l'a vendue 2 fois. Ouais. 2 fois, les ventes ont capoté pour X et Y raisons. Ah, la dernière raison, c'est rien comprendre. Très compliqué. Mais en tout cas, c'est une voiture mythique, mais totalement oubliée. On parlait de la 620R, qui est une voiture dont le lancement a peut-être été un peu raté. Ça, en fait, c'est simple. 80 voitures chez Ferrari, vous vous doutez bien, en un coup de téléphone, elles ont été toutes vendues à l'époque. Sur le salon de Paris. Personne n'en a entendu parler. Ils ne se sont même pas embêtés chez Ferrari à faire du marketing sur cette voiture. Résultat, la moitié des gens passionnés d'automobile, même je dirais même les 2 tiers des passionnés d'automobile dans le monde, ne connaissent même pas cette voiture. Donc aujourd'hui, c'est… Et la plus grande surprise, c'était à la conduite. C'est l'une des Ferrari les plus rares de la production et certainement l'une des plus kiffantes à rouler aussi. Mais oui, mais vraiment. Mais le passage de la 3 à la 2 et de la 2 à la 3, je m'en souviendrai tout ça décapoté, un V12 décapoté, vous imaginez, c'est phénoménal. C'est la guerre. Et tout en ayant la classe ultime du V12 italien. Donc pour ceux que ça intéresserait, petit pédigré de cette auto, tout va bien sur cette voiture, donc rien ne s'explique à nouveau sur le fait qu'elle n'est pas vendue. C'est une voiture qui est deuxième main, première main allemande, deuxième main autrichienne, voiture toujours entretenue chez Ferrari. Donc on a le carnet, on a la quasi-totalité des factures, des usures de freins céramiques et d'embrayage qui sont inférieures à 10%, une peinture d'origine. On a la carte grise à notre nom maintenant, puisqu'on a fait la carte grise depuis le temps. La voiture nous appartient. C'est une auto qui est en plus dans un thème de couleur qui correspond à la gamme Grand Tourisme de Ferrari, assez sobre, assez chic, comme on voyait à l'époque les 275 ou ce genre d'auto-là qui sont rarement dans des couleurs vives. Voilà, là on est sur un Nero Daytona un petit peu marronné avec un intérieur marron foncé Iroko. Enfin bref, c'est chic, tout va bien. C'est la moins chère d'Europe. La moins chère d'Europe et la moins chère du monde. Et pour le coup, on se positionne très rarement sur le futur, sur l'avenir. On a beaucoup de clients qui nous disent « mais ça, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, etc. » Ça, c'est du béton armé. Ça coûtera jamais moins cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Et même, ça coûtera probablement un jour je ne sais pas, au moins 3 ou 4 millions d'euros. C'est une certitude absolue. Ces voitures-là vont toutes disparaître. Elles vont partir dans des collections privées comme 90% de la production d'ailleurs déjà. Ouais. Après, moi, je vais encore exprimer une incompréhension vis-à-vis du marché. Pierre vous a parlé tout à l'heure d'une exceptionnelle F12 TDF qui effectivement a tous les arguments et qui s'est vendue à un prix qui, on ne dira pas dans le détail, mais s'approche des 2 millions d'euros. Ouais. Une voiture comme celle-ci qui a donc 80 exemplaires, et même si Ferrari en a fait 20 de plus sous le manteau, ça fait toujours 100. Là-bas, il y en a 800. Et en fait, c'est donc une des expressions les plus rares de Ferrari de l'ère moderne. Et cette voiture, elle est au même prix qu'une voiture qui est 10 fois plus produite. Ça n'a pas de sens, alors que tous les ingrédients sont là. Donc effectivement, une SA Aperta, c'est forcément un bon choix. C'est la différence entre tout. En fait, nous, on exprime intellectuellement tous les éléments qui font qu'une voiture peut prendre de la valeur ou qu'une voiture puisse justifier sa valeur, qui est décorrélée, si vous voulez, de ce que les gens valorisent par rapport à la fame, par rapport à, je ne sais pas comment l'exprimer, par rapport à une sorte
c'est le moment de timing, de, je sais ça, pas, c'est sûr. il y a un moment où les gens s'intéressent beaucoup à des voitures, elles prennent des valeurs stratosphériques quand elles viennent de sortir, vous voyez, Comme quand la tout le monde en parle, aujourd'hui. comme la Competition. Mais je vais prendre un truc plus basique, une 92 GT3 RS au moment de sa sortie, les prix sont stratosphériques, ça s'envole et à un moment, ça redescend un peu, on en parle un peu moins et paf, les voitures prennent une claque. Cette voiture-là, elle devrait être plus chère. Elle n'est pas parce qu'elle n'est pas fame. Par contre, c'est du béton armé, je suis d'accord. Enfin, elle n'est pas fame, mais en même temps, quand on a une, quand tu roules avec, tu deviens vite assez famous quand même. Ouais, mais il suffit qu'un mec connaisse et ils se disent OK. Donc achetez-la, mais en même temps, si vous ne l'achetez pas, c'est pas grave, c'est un placement et nous, on a tout notre temps. Puis on a laissé tomber. Voilà. On change totalement de philosophie. Voilà, c'est ça. Cette voiture, vous ne la voyez pas sur nos annonces puisqu'elle n'est tout simplement pas à vendre. C'est une voiture qu'on a financée sur notre société, tout comme on l'a fait sur la Dallara. C'est l'ambassade. Que vous n'avez pas vu depuis quelques temps. On a 2 voitures ambassade chez nous. C'est notre Dallara Stradale qu'on aurait pu mettre d'ailleurs dans la line-up. On la mettra dans la prochaine. Et ça, c'est notre KTM GT XR qu'on a configuré nous-mêmes, qu'on est allé chercher en Autriche. C'était d'ailleurs un très bel événement. Ouais, c'est un moment incroyable. À l'usine, on a rencontré le patron, les employés, la ligne de production. Et franchement, c'était une expérience incroyable. 58 personnes qui bossent de manière passionnée pour développer un produit qui aujourd'hui va atteindre à peu près 70 voitures par an. Donc des normes d'homologation assez drastiques pour immatriculer aujourd'hui une voiture moderne. Et finalement, une voiture, elle aussi, totalement issue de la compétition. Une sorte de mini supercar ou hypercar. Les supercars, on va dire. En volume. Oui. En taille, ça met une claque. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais en tout cas, c'est très volumineux. C'est la taille d'une LaFerrari. Ça fait 5 mètres le truc. C'est les proportions d'une LaFerrari. Donc, c'est contrairement à la Dallara, par exemple, qui ressemble à un petit jouet, qui est toute petite et qui en présence manque peut-être un peu de charisme. Ça a un charisme absolument phénoménal. Et d'ailleurs, sur la route, ça en deviendrait presque dangereux parce que tout le monde vous regarde et du coup, personne ne regarde la route. Et ça devient un peu risqué quand même. Donc du coup, voiture de compétition, qui dit voiture de compétition dit châssis carbone, carrosserie carbone, donc un poids qui tourne autour de la tonne 100, 500 chevaux avec un 5 cylindres Audi. Donc une voiture qui alterne en fait ce qu'on aime le plus, light is right, c'est-à-dire poids et puissance. Et c'est une voiture qui en plus a énormément d'aéro, environ 600 kg. Et qui est très peu produite. On est en présence d'un des 100 premiers exemplaires qui ait jamais existé. Et ce qui est amusant, c'est évidemment l'esthétique, mais ce qui est extrêmement original et certainement unique au monde, c'est l'ouverture. Vas-y, j'allais le faire. L'ouverture de cette canopée, c'est comme ça qu'on rentre dans la voiture. Donc il faut être un peu sportif quand même, un peu souple. Il n'y a pas de porte comme la Dallara. Il n'y a pas de porte. Il faut enlever le volant pour monter dans la voiture. Et une fois que vous êtes dedans, vous refermez, vous avez l'impression d'être dans un vaisseau spatial, ni plus ni moins. Déjà, juste l'ouverture, les caméras latérales et tout. Il n'y a pas de rétroviseur. Les rétroviseurs, c'est ça, c'est les caméras. Vous avez un petit écran à l'intérieur. Ça, c'est le seul truc un peu compliqué à appréhender au départ. Mais franchement, on s'y fait au bout de 15-20 minutes de route. Ouais. Et puis en fait, les gens qui se posent des questions sur mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on l'a fait entretenir, etc. La plupart des composants, et ce qui est marrant quand on visite la ligne de production, c'est que ça vient de chez Audi. Par exemple, là, le mécanisme du haillon, ça vient d'un Audi Q7. Donc, par exemple, ça a été enlevé d'un Q7 et c'est ça qui sert. C'est le mécanisme du coffre. Le mécanisme du coffre. Donc, en fait, le moteur, c'est un 5 cylindres Audi, etc. Et en fait, il y a des formations, notamment en France, pour que des gens puissent s'occuper de ces voitures pour les propriétaires français tels que nous sommes. Donc, vous avez toujours des relais. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est une petite production et c'est issu d'une voiture de course. Vous avez tous les upgrades parce que la voiture évolue au fil du temps avec les retours clients, avec les retours compétition. Et donc, vous pouvez choisir plus tard notre paire de jantes, rajouter des rétros, rajouter de la puissance, changer l'échappement, changer les freins, ce que nous avons fait parce que c'était le défaut majeur de cette voiture, etc., etc. Donc en fait, la voiture évolue avec vous. C'est un procédé génialissime qu'aucun constructeur qu'on a évoqué juste alors ne peut vous proposer parce que c'est trop gros, ils ont trop de clients. Là, vous vivez la passion, mais dans vos entrailles. C'est assez génial. Exactement. Donc on est très heureux d'avoir cette voiture. On a voulu participer à cette aventure. Et on a fait avec un jour. On a fait pour l'instant quoi, une journée circuit avec. Ouais, c'est tout. Même pas. Il va falloir qu'on en fasse un petit peu plus. Et au final, le prix de cette voiture, on n'en a pas parlé. Oui, pardon. C'est alors nous, on s'est un peu emballé comme toujours. On a fait beaucoup d'options. On a mis pas mal de choses et encore. On peut rajouter plein de choses. Si vous voulez des rétroviseurs, par exemple, ce qui est finalement pas très original, mais les rétroviseurs sont en carbone, ça vaut 10 000 €. Vous pouvez rajouter un aileron énorme. L'échappement, c'est 10 000 par 10 000. À chaque fois, c'est 10 000 minimum. Les jantes, c'est au moins 10 000. Et puis, on a mis le lift parce qu'elle a un lift système, ça n'existait pas au début. C'était 10 000. Voilà. Donc, on en a eu au total pour
500 et quelques mille euros avec la carte grise. Avec la carte grise. Carte grise 2024, 60 000 euros de malus. Merci à tous. Pour une voiture qui a fait jusqu'alors 1800 km et qui ne consomme pas puisqu'elle est très légère. Bref, c'est pas grave. Il y a 100 litres de réservoir, on ne l'a pas dit, mais ça, pour les pistards, oui. La guerre, vous faites le plein, ça vous coûte une blindasse. Par contre, on ne s'arrête jamais et on n'arrête pas de tourner. On tape pas souvent sur McLaren, mais le gros défaut de McLaren, c'est les réservoirs qui font en moyenne 60 litres. Et même du la coup, quand Dallara, on fait de la tout piste, petit. c'est affreux. Vous êtes sans arrêt en train de faire le plein. Avec ça, c'est génial. Même sur la route, quand vous roulez à fond, eh ben, vous avez un EMA. Vous avez quand même de l'autonomie, même à 300. Voilà. Donc, c'est absolument génial. Et au final, oui, ça peut paraître énorme pour un Tractoy, 500 000 euros, enfin entre 4 et 500 en fonction des options. Ça peut paraître extrêmement cher. Mais encore une fois, quand on regarde le prix des voitures aujourd'hui, et là j'ai envie de parler d'une 92 GT3 RS qui, il y a encore quelques mois, se vendait 450 000. Aujourd'hui, c'est… Non, pardon, 500 ? Combien ? 400 ? Je pense qu'au début, il y en a qui ont dû payer 500, mais 450, oui. Autour de 450. Aujourd'hui, ça peine à se vendre 400. Mais malgré tout, il y a des gens qui ont payé 450 ou 470 une 92 GT3 RS qu'on voit sans arrêt sur les journées circuit, qui a finalement pas grande originalité, même si c'est une voiture fabuleuse et c'est exceptionnel et que Porsche, ils sont géniaux et que c'est la mec et que c'est fabuleux et que c'est une famille et tout ça. Bref, quand vous avez ça, vous sortez de l'ordinaire, vous êtes en dehors du lot. En fait, vous êtes un king en fait, c'est génial. Ouais, en fait, encore une fois, je vais me rapprocher, mais du coup, j'avais passé sur l'autre, mais tu m'as relancé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette voiture-là, vous êtes vraiment sur le pur lien entre la course et la route. Cette voiture, un peu comme une 360 Challenge Stradale, c'est une voiture de course à la base, de course développée pour la course, créée comme une voiture de course, qu'ils ont transposée sur la route en y adaptant les normes de sécurité, etc. Donc, vous avez, une fois que vous êtes à bord, une sensation, vous êtes comme dans un proto, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais c'est un peu comme dans une Dallara. Une fois que vous asseyez dedans, vous êtes assis dans une caisse de course. Donc, ce que vous vivez, les vibrations, les émotions, la vue, le regard des autres, c'est quand même complètement ahurissant de rouler avec ça sur route ouverte. Moi, les gens m'ont souvent demandé, parce que j'ai même amené ma fille au tennis avec, mais c'est homologué ça, vous pouvez rouler avec, mais qu'est-ce que ça fait là? Il pète un plomb. Et ça, quand même, ce feeling d'être un peu hors la loi, d'être un peu, je sais pas… En dehors du lot. Ouais, en dehors du lot, au-dessus du lot. Voilà. Il faut le trouver qu'avec ce genre de voiture. Vous êtes l'ultime gentleman driver. Alors après, parfois, évidemment, il faut que toute voiture réponde aux différentes philosophies et aux différents usages des clients. Et c'est aussi génial qu'on ait des Porsche parfois qui apportent une certaine polyvalence et tout ça. Et évidemment que ce genre de voiture ne correspond pas à tout le monde. Mais en tout cas, celui qui cherche l'exclusivité, une fois de temps en temps un track day et des vibrations ultimes à chaque fois qu'il sort sa voiture, ça fait partie franchement du top 5 des voitures les plus ultimes qu'on puisse acheter en dessous d'1 million ou même en dessous de 500 000 euros. Parce qu'après, évidemment, on peut partir dans des délires à plusieurs millions. Qui nous amène cette gamme de prix qui vient d'évoquer Pierre, entre 500 et 1 million d'euros, à la Ferrari SF90 Spider, puisque vous ne serez pas sans noter que nous en avons 3, elles sont en stock. Et c'est des voitures qui, à un moment donné, ont répondu à ce que j'expliquais un petit peu avant, à une sorte de fame. La SF90, c'était la première voiture de grande production, puisqu'elle n'est pas limitée en termes d'exemplaires, même si elle était limitée un petit peu en termes de durée. Les dernières sont encore en train d'être livrées. Oui. Mais c'est une voiture qui amenait 1000 chevaux sur la route, exploitable tous les jours, en hybridation. Donc, avec 4 roues motrices. 4 roues motrices. Avec un look assez unique. Un look qui a fait débat au départ et que finalement, moi aujourd'hui, j'apprécie beaucoup. Beaucoup plus d'ailleurs que celui de date de 96, que je trouve un peu timoré. Et finalement, cette voiture-là, c'était un peu un pavé dans la mare. Ferrari, ils ont atomisé à peu près tout le monde en termes de performance. Et du coup, quand cette voiture est sortie, il y a des clients, encore une fois, qui les ont payés extrêmement cher quand elles sont arrivées sur le marché de la seconde main. C'est des voitures 100 000, 150 000 euros plus cher que le neuf. Ah oui, qui étaient à 700, 800 000 euros. Et comme les SVJ finalement à l'époque. Comme les SVJ. Et en fait, si vous voulez, le marché de 2023 jusqu'à 2024 a un peu régulé en fait, les excès de certains marchés. Et si vous voulez, ces nouvelles technologies posent un peu question et donc on n'est pas en face des mêmes phénomènes que pourrait l'être une Ferrari spéciale par exemple avec un moteur Atmo. Là, on est déjà sur de l'hybridation. Donc il y a un petit peu moins de croyances long terme, bien que toutes les voitures vont un jour y passer malheureusement. Et cette voiture, c'est un peu l'instigatrice d'une nouvelle génération de Ferrari qu'on voit arriver. D'ailleurs, la F80 n'est qu'une
j'exagère parce que c'est une version dérivée du Mans avec des technologies hors normes. Mais en termes de technologie, là c'est un V8, la F80 c'est un V6. Mais vous avez quand même voilà, un truc qui est assez similaire entre l'hybridation et le moteur. Bah moi j'ai envie de comparer ça à quelque chose qui n'a pas grand chose à voir et surtout c'est pas la même marque, mais une Porsche 918 Spyder. Techniquement, on est finalement en architecture, en technologie, en look, bon pas tout à fait pareil, mais c'est la même utilisation, c'est à peu près les mêmes performances. Bon, par contre, ça coûte quasiment 3 fois moins cher qu'une 918 parce que ce n'est pas considéré comme une hypercar. Et normal, ce n'est pas une monocoque carbone. Il y a beaucoup de choses qui sont moins extrêmes qu'une 918. Mais malgré tout, cette voiture, quand on regarde sur le papier, c'est quand même vraiment impressionnant que ça coûte ça aujourd'hui. C'est presque pas très cher. On est à 550 000 € parce qu'on n'en a pas parlé. Donc en gros, aujourd'hui, maintenant, une SF90, alors on peut monter un peu plus avec un pack Assetto, mais on en a une qui est à plus de 600 000 €. Mais en gros, une belle SF avec une belle couleur, parce que là, on est en Rosso Foco. L'autre, c'est un Blue Metallisato. Après, c'est Rosso Maranello, je crois. Donc des couleurs 3 couches qui valent 20 ou 30 000 €. Ça vaut à peu près ça. Et honnêtement, quand vous regardez le catalogue Ferrari aujourd'hui, avec le nombre d'options qu'il y a là, et bien finalement, ça devient à nouveau, je trouve, intéressant de rouler avec une Ferrari qui a une image quand même, une SF90, c'est pas rien quoi ça. En fait, je trouve que c'est une façon de rouler en Ferrari, mais de manière très différente quand même. Et surtout parce que c'est pas la gamme normale. On n'est pas dans une 296 ou une 458 qui sont des voitures très très bien. Hein. Mais là, on est quand même. C'est une sorte de gap entre la série spéciale Supercar et la normale. Exactement. C'est un entre-deux. C'est ça qu'ils ont créé. Et moi, je pense même qu'ils vont créer des nouvelles gammes entre les deux. Parce que quand tu regardes le prix d'une F80 qui vaut maintenant quasiment 4 millions d'euros, bah, entre une SF90 et une F80, il y a 3 millions d'euros d'écart. Donc, ils vont forcément créer des voitures à 1 million, 1,5 million, 2 millions. C'est sûr et certain. Ils vont créer des paliers et cette voiture en était un pour répondre justement, par exemple, sa concurrente. Sur le papier, en tout cas, en termes de tarifs, c'était une SVJ. Et Lamborghini vendant pas mal de voitures dans cette gamme de prix, Ferrari se sont dit, bon, bah allez, on va sortir un truc. Et ils ont bien fait parce qu'ils ont sorti un très très bon produit. Ça permet de rouler en full électrique quand on est en ville et d'atomiser toute la prod, quoi. Et nous, on a des Spyder. Pourquoi on a des Spyder? Vous ne ferez pas de circuit avec une SF90. C'est une voiture qui fait 2 tonnes. Là, c'est même un petit peu plus parce que c'est un cab. C'est du lifestyle. Alors oui, vous avez 1000 chevaux sur le pied droit tout le temps. C'est facilement exploitable. On s'y sent bien. On ne sent même pas le poids quand on commence à rouler. C'est une puissance démesurée qu'on a dispo sous le pied. C'est vraiment impressionnant. On se satellise. Vraiment, c'est ultra maîtrisé. Vous savez, le truc là, quand on regarde Star Wars, là d'un coup, on a les étoiles là. Ça fait un peu ça la SF90. C'est vraiment ce sentiment que d'un coup, une puissance mais démesurée, disponible tout le temps. Et l'avantage de l'avoir en Spyder, c'est que vous vivez beaucoup plus les choses, tout simplement. On entend plus le bruit, on sent plus les odeurs, on est plus connecté à la route. Et c'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur compromis. Il faut avoir ça en Spyder. En coupé, j'y vois pas beaucoup d'intérêt, honnêtement. Non, c'est vrai. Voilà. Et même quand on en aura une un jour, je ne dirais pas que j'y vois beaucoup d'intérêt. Parlons d'une Porsche quand même, parce qu'on n'a parlé que d'une Porsche pour l'instant, une 918. Retournons dans la gamme un peu plus normale. Alors, ce n'est pas la gamme normale, c'est quand même la gamme RS et c'est l'ultime RS. On ne sait pas faire les normales, nous, hein, quand même. Non, on a un peu de mal. On a quand même des Porsche de gamme classique. Hein, ça, c'est la folie, quand même. Mais ça, 991 GT2 RS. Donc, en fait, la dernière GT2 RS sortie, puisque là, on est aujourd'hui dans la génération 92. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir. À mon avis, elle sera hybridée, j'en sais rien. Possible, mais voilà une voiture pure et dure, bien brutale, comme on les aime, comme Porsche est capable de faire encore des voitures bien radicales qui font peur. Ça a tabassé pendant un moment. On en a parlé pendant un moment. Ça a eu une image impressionnante parce qu'ils avaient tapé très fort. Il y a 700 chevaux, c'est un flat 6 biturbo, c'est sur les roues arrière, c'est allégé, c'est limité en termes d'exemplaires. Et clairement, on prend une petite tartasse avec cette voiture parce que ça fait quand même du bruit. Et parce que c'est vrai que la grâce à un échappement bien mené quand même. Bien sûr, parce que la 97, en fait, GT2, elle, ou la GT2 RS, vraiment faisait pas de bruit. Alors, elle était associée à une boîte méca. Là, c'est une boîte PDK, mais ça déménage. C'est assez furieux comme auto et ça s'exploite encore sur circuit pour ceux qui veulent y aller pour une auto qui vaut aujourd'hui, c'était très cher à un moment, mais autour des 400 000 €. Et là, on est en présence d'un exemplaire français. Et tu te rappelles, à l'époque, on l'avait acheté quand elle avait 200 bornes. Le client, on l'avait acheté au premier propriétaire qui avait acheté ça sur les conseils de son fils. Au final, il a mis les fesses dedans et s'était dit, bon, ok, c'est pas pour moi. On l'avait galéré à la vente pendant très, très, très longtemps. On l'a vendu à un client qui, lui, s'en est servi, avait fait quelques track day avec.
Et on l'a revendue à un dernier et client. là, c'est une troisième main. On connaît donc les 3 propriétaires. Elle est de retour ici. On en est très content. Full suivi Et Porsche. pour le coup, on n'est pas des grands fans des voitures blanches, mais on trouve que ça lui va très très bien parce que avec ce capot C'est un gros Veysa, contraste. voilà, ça montre toute la radicalité de cette voiture qu'on ne verrait pas si elle était grise ou noire, par exemple. Ce serait un peu dommage. Et voilà, c'est vraiment C'est une voiture impressionnant. de tempérament, c'est une voiture de caractère. Et en fait, ce qu'on peut reprocher à la voiture qui est juste à côté, une GT3 RS 92, aujourd'hui, c'est encore 525 chevaux en atmo. C'est, pardon de le dire, mais c'est quand même mou du genou. Alors, il y a plein de gens qui vont nous regarder et vont dire, mais 525 chevaux, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Intrinsèquement, c'est énorme. Mais dans la gamme moderne des super sportifs qui sort aujourd'hui, vous n'avez pas un constructeur qui est en dessous des 600 chevaux. C'est clair. On a parlé d'une 620R, ça fait 600 chevaux. Et pourtant, c'est même pas la même gamme normalement qu'une GT3 RS. Donc, tous les constructeurs nous sortent des voitures à 1000 chevaux aujourd'hui. C'est vrai que rester sur 525 chevaux en atmo, ça peut sembler un peu mou. Et quand vous avez l'habitude des moteurs comme là, honnêtement, salé, mou. En dessous de 3-4 000 tours minute, il ne se passe pas grand-chose. Après, ça leur a pas Tout empêché. est dans le châssis. Tout est dans le châssis et dans l'aéro. Ça les a pas empêchés de faire une voiture hallucinante avec cette GT3 RS 92. Puis l'aileron, qui fait des temps incroyables. Et justement, c'est là où ils sont très très forts Porsche, c'est qu'ils ont réussi avec seulement 525 chevaux à faire une voiture avec de telles performances. Parce que c'est vrai que ça manque un peu de couple. Il faut aller chercher le couple, vraiment la puissance très haut dans les tours. Alors c'est une voiture qui prend des tours, contrairement à un moteur turbo qui lui fera 700 chevaux beaucoup plus facilement. Il faut juste avoir des skills. Il faut avoir des skills. Il faut être quand même un peu pilote dans l'âme. Il faut connaître par cœur sa voiture pour arriver à faire un vrai temps. Il faut savoir ce qu'on fait. Le problème, c'est que encore une fois, c'est des voitures qui deviennent ultra performantes. Donc la Porsche est toujours à la recherche de la performance, toujours à vouloir gagner sur le papier. Mais le délire, il est incroyable. Moi, j'adore. Le problème, c'est qu'on va de plus en plus vite et les gentleman drivers, franchement, la plupart n'ont pas le niveau. Et ce n'est pas un reproche, nous non plus, on ne l'a pas. Non. En fait, on n'a pas le niveau pour rouler suffisamment vite avec ces voitures-là. Aller chercher les derniers dixièmes, ce qui fait la différence entre la génération d'avant et celle-ci, ou une GT3 et une GT3 RS. Il faut vraiment brusquer l'auto, il faut comprendre l'aéro, parce que tout se passe avec l'aéro, qu'elle soit active ou pas, mais là, c'est une aéro active. Tout se passe dans le châssis et dans l'aéro. Donc, il ne faut vraiment pas rigoler. C'est devenu des vraies voitures de pilote. Il faut y aller. Il faut vraiment cravacher, quoi. Second inconvénient à ça, c'est qu'aujourd'hui, ces voitures-là sont facturées par le constructeur pour les tout premiers livrés, 355 000 € à peu près neufs. Pour les derniers, avec les malus et les options et l'augmentation des prix, on va dire 390. Qui aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se le permettent et c'est génial, tant mieux. Mais rouler sur piste avec des voitures à 400 000 € sans avoir peur de les abîmer, de les cracher, il faut être courageux, il faut être un peu cinglé. Nous, on l'est aussi parce qu'on fait pareil avec la Dallara et les KTM. Mais c'est vrai que c'est quand même un challenge et parfois on se met un peu à réfléchir, ah si je me fais rentrer dedans, ah si machin, ah si je l'abîme. Et le deuxième pendant à ça, c'est que ces voitures qui sont extrêmement excitantes à rouler lorsqu'on les emmène sur circuit, sur route ouverte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent avec des GT3 RS sur route ouverte parce qu'ils rêvent d'une GT3 RS. Le truc, c'est qu'en dessous de 3000 tours minute ou 4000 tours minute, quand vous ne sollicitez pas la voiture, il se passe que dalle. Et donc, pourquoi il y a autant de GT3 RS en vente, au-delà de l'intérêt peut-être financier pour certains, c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas trouvé leur compte. Ils sont roulés en GT3 RS. Quand même, ah non, mais là, il est terminé. Voilà. Mais à l'époque, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment la plupart des gens, c'est qu'ils ne s'en servent pas et que sur route, à moins de la cravacher et de rouler à des vitesses stratosphériques, ils ne ressentent pas le feeling qui leur suffit, que peut procurer certaines autos, mais plus anciennes. Et, voilà. Et du coup, pour le même prix, c'est marrant que les deux voitures soient l'une à côté de l'autre, ce n'est pas vraiment fait exprès. Pour le même prix, il est beaucoup plus intéressant d'acheter une 91 GT2 RS qui, pour le coup, a un caractère collector supplémentaire, est beaucoup plus vivante. Quand vous voulez faire de la piste, bah, au moins, là, vous avez des chevaux. Là, vous frissonnez vraiment et pour des bonnes raisons d'ailleurs. Et beaucoup plus rare aussi, parce que ça, ils ont fabriqué, contrairement à ce que Porsche a dit au début, soi-disant, il n'y en avait que 2 par centre Porsche, etc. Bon, ça, c'est le marketing habituel. C'est évidemment totalement faux. Il y en a des wagons à vendre sur le marché en Europe, et il y en aura encore. Ils en livrent encore tous les jours. Et là, on a même des clients qui les configurent à ce jour, alors qu'on est en janvier 2025, donc c'est hallucinant. Bon, bref, on va se calmer. Mais en tout cas, la GT2 RS, à ce prix-là, après peut-être qu'une GT3 RS 92 coûtera un jour 250 000 €, et du coup, ce sera super intéressant à 250 000 €. En tout cas, aujourd'hui, ces deux voitures sont à peu près au même prix, et nous, notre choix, il est très vite fait. Mais quand ils vont sortir en plus la 92
GT2 RS. Oui. J'attends de voir les listes d'attente, les prix, les premiums que les gens vont payer. Il va falloir acheter un Taycan, financer, inviter en vacances le vendeur. Non mais vraiment, alors là, les conditions, ça va être fabuleux. On a hâte de voir d'ailleurs. On vous attend. Puis ils vont traquer les voitures, ça va être pire que Ferrari, les purs sangués. Je pense qu'ils vont mettre un GPS, ils vont vous suivre, savoir où vous dormez et tout. Exactement. Donc voilà, acheter une occasion, c'est pas mal. Je crois qu'on a à peu près fini On a fini, c'est certainement très long, on ne se rend pas compte, ça pourrait durer des heures et des heures. Vous remarquerez que c'est un plan séquence. Voilà. Mais grave, plan séquence, Sam Mendes, voilà, exactement, pas besoin de faire des prises, c'est trop facile en montage. Ouais. Donc merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo questions-réponses. Certainement. Ouais, un essai. Ou alors un essai, bientôt. Ou bientôt, rendez-vous aussi parce que Aix-en-Provence, ça avance. Oui. Et Bordeaux, on va bientôt y aller. Visite de Bordeaux dans quelques jours. Donc suivez-nous pour de nouvelles aventures. On en parlera. Voilà. Merci de votre fidélité et dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Vous connaissez bien le stock. Si vous voulez un focus sur certaines des voitures présentées, n'hésitez pas. On peut aussi rendez-vous pour les acheter. N'hésitez pas. Si vous voulez les acheter aussi, n'hésitez pas. Et puis on se tient au courant pour la prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.